Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de JCP. Alors, au programme cette semaine, nous verrons en particulier un sujet lié au projet de loi de finances qui est sorti de la commission mixte paritaire et notamment un amendement voté au Sénat qui change les règles d'application de la TVA pour les auto-entrepreneurs. Un article des Échos du 31 janvier 2025 qui soulevait cette menace. Donc merci aux Échos pour cela. Alors de quoi s'agit-il? Donc dans le projet de loi de finances 2025, donc dans l'article 10, il y a eu un amendement qui a été voté par le Sénat qui propose de baisser les seuils de dispense de TVA pour les auto-entrepreneurs qui aujourd'hui sont, selon le type d'entreprise, fixés à 85 000 ou 37 500 euros, et donc de baisser tout ceci à 25 000 euros, quel que soit le type d'activité. Donc jusqu'à présent, donc il n'y a pas de TVA à facturer par les auto-entrepreneurs auprès de leurs clients si le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil. Donc c'est l'article 293B du Code général des impôts. Voici l'article 293B du Code général des impôts qui fixe les seuils de dispense de TVA pour les auto-entrepreneurs en fonction du chiffre d'affaires annuel selon le type d'activité, que ce soit du commerce, on va dire du commerce classique, ou des prestations de services, 85 000 ou 37 500. Ce sont les seuils actuellement en vigueur. Et un autre barème est applicable pour les avocats et les artistes. L'amendement A19 du gouvernement présenté en deuxième délibération après un refus une semaine précédemment, cet amendement donc, qui propose de fixer un seuil unique de 25 000 euros comme chiffre d'affaires annuel pour être dispensé de facturation de TVA. Et dans les explications, cet amendement est présenté comme nécessaire, lié à distorsion de concurrence vis-à-vis des PME, et également une problématique européenne où les entreprises, les seuils à l'étranger au sein de l'Union européenne sont différents. Et accessoirement, mais en fait qui est probablement le fond du sujet, ce changement de seuil de TVA permettra de ramener des recettes fiscales supplémentaires. Alors le vote de cet amendement A19 au Sénat, comme vous le voyez, a été soutenu par le bloc central, et pendant ce temps, donc les socialistes, écologistes n'ont même pas voté, donc ils étaient à la buvette à ce moment-là, ou je sais pas, mais ils n'ont pas daigné se prononcer sur le sujet. Donc les implications de cet amendement, déjà dans un premier temps, il n'y a pas de changement proposé pour le barème applicable aux avocats et aux artistes. On se demande combien d'avocats sont présents au sein du Parlement. Ensuite, donc la collecte de la TVA qui serait nécessaire pour une partie des auto-entrepreneurs qui ont un chiffre d'affaires entre l'ancien seuil et le nouveau seuil. Donc vont devoir collecter cette TVA en la facturant à leurs clients et reverser cette TVA aux impôts. Donc ils se retrouvent à faire le rôle du percepteur au nom de l'État, comme font aujourd'hui les entreprises pour les impôts retenus à la source par exemple. Mais il faut bien comprendre que ça ne va pas impliquer de revenus supplémentaires pour l'autre entrepreneur, puisqu'il encaisse et redonne la TVA aux impôts. C'est seulement pour lui une charge administrative supplémentaire pour mettre la TVA sur ses factures, la recevoir et la régler aux impôts par le système qui existe déjà. Donc en pratique, vu du client de l'auto-entrepreneur, les prix vont augmenter de 20% si la TVA applicable est de 20%, quel que soit le type d'auto-entrepreneur. Soit un petit artisan comme un plombier, le livreur qui vous livre vos pizzas, un consultant, un saisonnier qui va devoir augmenter ses prix TTC, vu du client public, ou auprès des entreprises, de 20% pour inclure la TVA. Ou alors il va devoir baisser sa marge pour ne pas augmenter son prix de vente. Cela va signifier pour lui une perte de revenus. À cela s'ajoute une subtilité qui va être applicable en 2027 pour les PME et les micro-entreprises, les auto-entrepreneurs, c'est la facturation électronique qui va ramener à la fois une complexité puisque les factures devront passer par un système externe électronique
de supervision et de contrôle au final des factures entre entreprises, et induire également un surcoût. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont déjà autorisées pour fournir ce service de facturation électronique, donc une cinquantaine d'entreprises environ, et donc on peut imaginer qu'elles ne vont pas faire ça gratuitement. Donc il va y avoir un surcoût pour les auto-entrepreneurs qui vont devoir passer par ce système. Il semblerait que le coût pour une facture sera de l'ordre de quelques euros, avec, on peut imaginer, une espèce d'abonnement mensuel ou annuel associé. Si on revient sur les arguments présentés par le gouvernement pour justifier cet amendement, donc ça s'appuie sur trois piliers. Le premier, donc la concurrence vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. Donc il s'agit d'une vieille histoire dès la création du statut d'auto-entrepreneur. Donc c'est une concurrence qui a été vue par les petites et moyennes entreprises. Les arguments présentés par le ministre Laurent Saint-Martin durant les débats au Sénat pour cet amendement A19, qui explicite que une des demandes, en tout cas la raison première, c'est que de nombreuses entreprises en réclament la mise en œuvre. Alors on se doute bien que ces nombreuses entreprises ne sont pas les auto-entrepreneurs, mais plutôt les PME qui voient de la concurrence de la part des auto-entrepreneurs. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il y a réelle concurrence entre les auto-entrepreneurs et les PME? Peut-être dans certains cas, on ne peut pas généraliser à mon avis. Le service qui est proposé par une PME qui est structurée, bien établie, et un entrepreneur individuel n'est probablement pas la même. La qualité de service, le suivi, le service client n'est probablement pas le même. De plus, que vont devenir les auto-entrepreneurs qui ont fait le choix d'être indépendants et ne pas être salariés d'une PME? Et ce qu'il faut savoir, c'est que les auto-entrepreneurs, dans leur cotisation sociale actuelle payée à l'URSSAF, ne cotisent pas au chômage et n'ont pas non plus de mutuelle. Sur le deuxième argument de concurrence au sein de l'Union européenne, alors je peux me tromper, je ne suis pas un fiscaliste, donc s'il y a des fiscalistes parmi vous qui pourront corriger, merci d'avance, mais comme la dispense de TVA, d'après l'article 293b, est applicable pour les assujettis établis en France, cela signifie que des auto-entrepreneurs ou équivalents d'auto-entrepreneurs au sein de l'Union européenne, pour bénéficier de ces dispenses présentées comme avec des seuils élevés, devront s'établir en France pour pouvoir en bénéficier. Donc ce qui veut dire effectivement ramener plus de concurrence au sein de la France, mais pas une concurrence d'auto-entrepreneurs étrangers. Puisque s'ils restent établis en dehors de la France, au sein de l'Union européenne, il reste sujet à sa TVA et aux règles de dispense dans son pays qui présentent des seuils plus bas. Et au contraire, pour des auto-entrepreneurs français qui interviennent à l'étranger, aujourd'hui sujets au seuil de dispense français élevé, vont être sujets à la TVA française plus rapidement et donc être moins concurrentiels dans les pays à l'étranger. Ce qui amène en fait à penser que cette baisse des seuils est surtout due par une demande européenne d'uniformiser les schémas et les règles des auto-entrepreneurs pour éviter cette concurrence entre pays. Et ce qui est avancé à demi-mot par le ministre dans son amendement et qui est quantifié dans l'article des Échos, c'est que cette baisse des seuils de dispense de TVA va surtout ramener 400 millions d'euros annuels dans les caisses de l'État, si l'assiette reste identique, parce qu'on peut imaginer bien entendu que certains auto-entrepreneurs actuels, devant la complexité et la charge additionnelle et les coûts additionnels, vont lâcher l'affaire et vont arrêter leur auto-entreprise. Au final, le statut d'auto-entrepreneur qui a été créé en 2008-2009, donc on voit qu'il est lentement remis en question par l'État. Avec cette baisse des seuils de dispense de TVA, ça va signifier d'une manière ou d'une autre une perte de chiffre d'affaires pour les auto-entrepreneurs, soit en augmentant leur prix ou en faisant moins de business pour ne pas dépasser les seuils, avec plus de coûts pour soit des coûts humains en gestion de TVA pour compenser, pour verser la TVA aux impôts, voire avec la facturation électronique qui arrive, plus la complexité administrative et les erreurs inhérentes, ça va dissuader les gens de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. De même, ce qui est déjà en vigueur et mis en œuvre, c'est l'augmentation des cotisations sociales
en 2025 et 2026 pour les libéraux, donc sujets aux bénéfices non commerciaux, qui passent de 23,1 à 26,1% du chiffre d'affaires. Et en dissuadant les gens à utiliser le statut d'auto-entrepreneur, ils vont se poser la question de s'établir sous un autre statut, donc URL, ACRL, SASU ou autre, avec les complexités associées. Et effectivement, ce changement de règles lié à la TVA montre une certaine volonté d'uniformiser au sein de l'Europe les règles pour ces auto-entrepreneurs et ne plus faire de différence entre les pays. Il y avait cette semaine la présentation de la boussole de compétitivité par Ursula von der Leyen, durant laquelle nous espérions un peu plus de détails. Bon, au final, rien de nouveau. Ça confirme qu'il prévoit de mettre en place des nouveaux produits européens d'investissement pour collecter l'épargne. Mais on n'a pas plus de détails. Le calendrier s'annonce pour 2025. Alors Q1, Q2, ce n'est pas très clair non plus. Et on a poursuivi les recherches, mais toujours pas réussi à trouver les détails de ces fameux 300 milliards qui seraient investis en dehors de l'Europe pour bien comprendre quel est le problème. Déjà en 2021, la Banque de France, dans un de ses documents, évoquait ce chiffre de 300 milliards. Donc depuis 2021, ce chiffre circule. Donc il n'a pas augmenté, c'est-à-dire que déjà il n'a pas augmenté depuis 2021. Et ça ressemble vraiment à un chiffre comme ça, sorti de quelque part probablement, mais qui est réutilisé à l'envi, sans se poser vraiment de questions sur son contenu. Ensuite, cette semaine, il avait été proposé par le Sénat de supprimer les avantages à vie des anciens présidents et des anciens premiers ministres, mais ça a été annulé par la commission mixte paritaire. De même, le Haut Commissariat au Plan, qui devait être supprimé, a été rétabli. Même si les montants associés peuvent être considérés comme faibles au regard du problème financier général de la France, ces suppressions étaient symboliques et auraient montré un certain effort de nos gouvernants pour contribuer à l'effort collectif. Et la bonne nouvelle, il avait été envisagé que nous travaillions 7 heures par an gratuitement, mais le Premier ministre, cette semaine, a écarté cette piste pour l'instant. Donc voici les sources utilisées pour cet épisode. Je vous laisse faire pause pour les regarder et vous les avez en description. C'est tout pour cette fois, à bientôt pour un nouvel épisode de JCP.